Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis vraiment particulièrement heureuse d'ouvrir ce colloque sur l'enseignement à l'Europe, ici à Pau. Merci vraiment à Piste Solidaire, qui est Centre Europe Direct de Pau et Pays de l'Adour, et à son directeur, Mathieu Deck, qui vient de faire la pré-introduction, pour son engagement de chaque instant sur ce sujet. C'est vrai que nous nous rencontrons dès que nous pouvons. Et vraiment, merci à lui de pousser ces réflexions communes et d'organiser aujourd'hui ce colloque sur ce sujet très important, avant une échéance qui est importante, celle des prochaines élections européennes. Je pense en effet alors je vais être un peu chauvine, mais je pense qu'il n'y a pas de meilleur endroit que Pau pour réfléchir à cet enjeu crucial de l'éducation à l'Europe, parce que ici, on est sur une frontière naturelle, même si on ne la distingue pas vraiment aujourd'hui, mais je vous promets qu'il y a vraiment une magnifique chaîne des Pyrénées, donc on est sur une frontière naturelle très particulière. Ici aussi, dans cette ville qui a une riche histoire européenne. Je le rappelais avec madame qui vient d'Irlande pour lui expliquer que cet endroit même où nous sommes, elle a été voulu par les Britanniques qui avaient découvert à Pau un lieu magique pour passer leurs seasons d'hiver, parce qu'il y avait assez d'hygrométrie pour qu'ils ne se sentent pas complètement dépaysés, et à la fois une certaine douceur de climat. Donc ils ont vraiment développé cette ville avec ce palais où se passaient des fêtes, il paraît incroyable, avec le premier golfe du continent, avec ce Grand Prix qui est en cours, avec les prémices de l'aviation également. Donc il y a vraiment cette tonalité de ville britannique très, très forte. Et puis Pau, c'est la ville de naissance de deux grands souverains emblématiques de notre continent. Henri IV, bien sûr, c'est le plus connu, qui a su unifier un royaume déchiré par les guerres de religion, en réunissant son peuple, en instaurant le dialogue, en instaurant le compromis et la concorde au-delà de conflits qu'on pensait insurmontables. Et ça, quelque part, ça nous rappelle ce qui a présidé avec notre contexte historique, bien sûr, ce qui rappelle la construction européenne et l'après-guerre, et voilà comment on a reconstruit sur des déchirures qui semblaient, là encore, insurmontables. Henri IV, bien sûr, mais peut-être le savez-vous moins, Jean-Baptiste Bernadotte également, qui est maréchal d'Empire né à Pau et qui est devenu roi de Suède, choisi par le Parlement de Suède même, qui, faute de souverain compétent, s'était tourné vers l'état-major militaire français avec quelques arrière-pensées de se renforcer. Et Bernadotte, qui fut un roi volontaire, efficace, qui modernisa et industrialisa la Suède et l'a remis sur le chemin de la prospérité en investissant très fortement justement dans les domaines de la santé et de l'éducation. Aujourd'hui, il faut savoir que ce sont toujours les descendants des Bernadotte qui règnent sur cette monarchie élective qui est la Suède. Alors nous sommes actuellement sous présidence suédoise de l'Union européenne, et j'ai eu l'occasion de rencontrer à Bruxelles et Strasbourg les représentants du Conseil qui sont dans toutes nos réunions législatives des Suédois, et j'adore leur rappeler cet épisode, et ils sont toujours très étonnés, ils me regardent avec étonnement, n'imaginant pas qu'ils ont des liens si forts avec le sud-ouest de la France. Alors oui, on voit que ce qui fait l'Europe, ce qui la constitue, c'est avant tout son histoire. Puisqu'on vient de le voir partout, à chaque instant, nos peuples sont étroitement liés depuis des décennies, mais surtout des siècles. Et nous formons cette histoire, elle forme ce qu'on appelle cette fameuse identité européenne. Donc révéler ces liens en donnant à lire notre histoire commune, c'est la grande mission qu'a mené Alain Lamassoure. J'avais écrit Monsieur le ministre, je pensais qu'il serait là, mais c'est cette grande tâche à laquelle il s'est attelé et qui est absolument cruciale. C'est le président de la République qui avait appelé de ses voeux donc un véritable travail sur notre mémoire et surtout sur notre histoire, et qu'il a confié à Alain Lamassoure début entre 2018 et 2019. Alain Lamassoure a remis un rapport initialement au Premier ministre en 2019 qui a eu des effets très concrets, puisqu'il a abouti à la création d'un observatoire européen de l'enseignement de l'histoire en Europe dans le cadre du Conseil de l'Europe, donc qui réunit ces 46 pays. Et chose importante, ça a été adopté très largement
par les pays européens et extra-européens, et notamment, c'est bon à souligner, par la Russie et la Turquie. Voilà, vu le contexte dans lequel on se situe, je pense que c'est tout à fait important à souligner. Donc, dans ce contexte, je retiens une phrase qui était issue de la déclaration à l'époque, 47 membres ministres de l'Éducation, puisqu'il y avait les Britanniques, qui disaient « Face au risque de manipulation de l'histoire, il importe plus que jamais de promouvoir un enseignement de l'histoire qui contribue à l'éducation, à la citoyenneté démocratique de tous les jeunes Européens et à l'émergence d'un sentiment européen d'appartenance commune. » Donc ce centre, cet observatoire a rendu déjà un premier rapport qui était lié à la perception et à la communication sur la pandémie à travers l'Union européenne, parce que ça a donné lieu à la fois à beaucoup d'unités dans l'action qui a été menée à l'échelle européenne par la commande des vaccins, par la décision d'emprunter ensemble un grand plan de relance qui s'appelle le plan pour la prochaine génération, un Next Generation EU, et qui par ailleurs a aussi généré un grand courant de désinformation avec quelques pays qui ont été largement pointés du doigt, parmi lesquels la Grèce, qui a depuis quelque temps largement rétrogradé au classement de la liberté de la presse, son 108e, et qui a œuvré sur ce sujet de manière pas très claire et transparente. Donc c'était un premier point. Et puis je crois qu'on attend en juin un autre rapport de cet observatoire qui sera très important sur les modes d'enseignement de l'histoire dans l'Union européenne. C'est évidemment un sujet très sensible parce que l'histoire a fait son œuvre et qu'on se place d'un côté ou de l'autre des forces, qu'on se place dans l'ancien bloc de l'Est, on a beaucoup d'éclairages différents. Et je pense que le travail d'Alain Lamassoure était très important sur ce sujet, sur la question d'établir la vérité historique à partir de la dimension de recherche, mais en donnant des éclairages qui était tout à fait pertinent à l'époque où les faits se sont produits. Donc c'est un travail de dentelle, c'est un travail complexe, donc il a le mérite d'exister, mais c'est un long cheminement pour éclairer sur notre histoire européenne commune. Donc on voit que cette question, elle touche fondamentalement à la question de la démocratie, de son renforcement, dans une heure qui est particulièrement préoccupante parce qu'on voit qu'il y a tant de pays qui remettent en question notre état de droit. Je parlais de la Grèce qui n'était pas parmi les usual suspects, comme on dit à Bruxelles, mais bien sûr la Hongrie, la Pologne, mais aussi dans de si nombreux pays où les extrêmes accèdent au pouvoir, et notamment dans des régions qu'on n'attendait pas, notamment les pays nordiques, avec les dernières élections. Et puis, autre point plus grave encore, où tant de citoyens se détournent des urnes, ce qui remet en question les fondements même de la démocratie et de la participation démocratique. Donc cette question, la démocratie, elle rend l'éducation à l'Europe vraiment fondamentale. Il faut éviter de reproduire la triste anecdote du Brexit suite au vote de 2016, où, moi je me le suis remémoré parce que je travaille actuellement sur un rapport sur l'implémentation de l'accord du TCA, là, du Trade and Cooperation Agreement, l'application donc du contrat de Brexit dans le domaine de l'éducation et de la culture. Bon, c'est vite vu parce que tout a été rejeté. Erasmus rejeté, Europe créative rejeté, mais ça pose aujourd'hui des vraies questions. Et à l'occasion d'un déplacement que j'ai fait à Londres récemment, on m'a rappelé que donc cette triste anecdote où Google avait publié les requêtes les plus tapées dans son moteur en rapport avec le Brexit, et son outil, donc son algorithme, avait enregistré 2 heures après la clôture des élections une augmentation de 250% de la recherche qui était « Que va-t-il se passer si nous quittons l'Union européenne ?» Donc ça s'est passé après le vote. Donc moralité, l'Europe, il vaut mieux la connaître avant d'aller voter, voire même avant de ne pas voter. C'est vraiment la conclusion de cette expérience du Brexit. Et je pense que ce qui se produit aujourd'hui, ce qui se produit après, ces signes de détente que nous montre aussi le Royaume-Uni sont quand même
un signe peut-être positif en direction de tous les eurosceptiques. Alors aujourd'hui, il ne se passe pas rien au niveau de l'Union européenne et de nos politiques parce que les programmes européens contribuent déjà au renforcement de l'éducation civique. Bien sûr, nous avons le programme Erasmus+, qui reste le pilier fondamental de l'éducation. C'est le seul programme éducatif de l'Union européenne qui n'a pas de compétences, qui a une compétence associée, mais qui n'a pas de compétences coulées dans les traités, mais donc qui a cette notoriété et puis cette action efficiente. Depuis 2019, et dans le cadre du programme 2021-2027, nous avons réussi, par le poids que nous avons mis sur ce sujet, à doubler le programme. Donc doubler le programme, ça veut dire envoyer encore plus de jeunes et de moins jeunes, puisqu'il y a aujourd'hui la formation continue qui est éligible, en mobilité, et surtout la possibilité de s'adresser à des plus jeunes, dès la primaire, et à des cursus très différents, puisque les apprentis, donc les jeunes issus de CFA, les lycées pro, sont aujourd'hui éligibles et fortement incités à bénéficier d'Erasmus+, et a fortiori dans des mobilités plus longues, qui soient diplômantes, qui apportent cette ouverture. Donc évidemment, l'Erasmus classique, la mobilité classique que nous connaissons, favorise indirectement le sentiment d'appartenance à l'Union européenne, parce qu'on expérimente la mobilité. Mathieu, vous êtes bien placé pour connaître ça, les relations interculturelles, mais il n'y a pas de composante formelle dédiée à l'éducation civique. Donc c'est sans doute un manque et on pourrait se dire que finalement dans son bagage il faudrait inclure cette partie. Mais on a néanmoins techniquement les actions 2 qui concernent la coopération en matière d'innovation et d'échange de bonnes pratiques, et 3, soutien à la réforme des politiques et des actions jamonées qui ont un impact plus direct sur l'éducation civique, notamment grâce à des financements portant sur l'éducation civique. Et ces projets sont parfois précurseurs et développent les outils, comme je crois le projet MEGA que vous menez et que vous développerez sans doute lors de cette journée, qui est porté donc par Pistes Solidaires. À côté d'Erasmus+, on a cet autre programme qui est le Corps européen de solidarité, qui est un programme très jeune puisqu'il a été lancé en 2018. C'est un programme sur le même principe, mais qui est basé sur le volontariat et qui a pour objectif de renforcer la solidarité, la démocratie et la citoyenneté en Europe grâce à une participation active. Mais c'est un programme qui est donc, je disais, beaucoup plus jeune, qui a pris de plein fouet la période Covid, donc qui n'a pas pu se développer comme il aurait dû, et qui a un budget beaucoup plus limité, qui est de 1 milliard pour 2021-2027, là où Erasmus est aujourd'hui à 26,2 milliards. Il y a un autre sujet qui est important, que vous devez connaître parce qu'il se diffuse au plan local, qui est le programme des écoles ambassadrices du Parlement européen et Euroscola, qui a été créé en 2016. Donc c'est un programme qui s'adresse aux écoles et aux élèves de l'enseignement secondaire et technique, mais qui n'est cependant pas obligatoire. C'est vraiment sur le principe de volontariat. Il intègre un système de formation des enseignants et a fait naître au cours de l'année scolaire 2020-2021 près de 60 000 ambassadeurs juniors issus de 27 États membres. Donc moi j'ai l'occasion régulièrement d'aller poser des plaques dans les collèges et je vois que c'est quand même un outil d'immersion qui est tout à fait crucial parce qu'on est toujours accueilli par les enseignants qui sont très motivés, par les jeunes qui ont tous leur t-shirt, qui se sentent vraiment investis d'une mission. Et voilà, ça fait partie des petites initiatives, petites mais pas tant que ça, 60 000 ambassadeurs en un an, c'est pas si mal, mais qui nourrissent quand même ce sentiment d'appartenance dès le plus jeune âge. Alors évidemment, par rapport à ces points positifs, il y a beaucoup d'obstacles qui subsistent. Le premier, et alors je m'adresse à un auditoire qui est tout à fait concerné, qui est l'indispensable formation des professeurs. C'est un sujet qui avance, mais doucement. Vous le savez peut-être, en 2020, la Commission européenne a publié sa communication relative à la réalisation d'un espace européen de l'éducation d'ici 2025. C'est un sujet qui est très large, très ambitieux, qui concerne pour beaucoup la finalisation de reconnaissance des diplômes, sur lequel on a
beaucoup à accomplir, mais en plus, la participation civique est incluse dans les critères d'une éducation de qualité en tant que compétence transversale au même titre que la pensée critique, la créativité ou la liberté d'entreprise, et un volet entier est dédié à la profession éducative. Donc on y retrouve l'initiative de l'Académie des professeurs, la Teachers Academy, un bon bruxellois, avec cette volonté d'accroître la qualité des mobilités Erasmus+, des enseignants, apprenants, et la reconnaissance de ces formations. Et en plus, nous avons un outil que vous connaissez peut-être, qui est la plateforme eTwinnings, qui a particulièrement bien fonctionné pendant la période de Covid, qui est donc une plateforme d'échange de projets pédagogiques qui permet de préparer les mobilités, qui permet d'échanger sur les idées, de thématiques dès le plus jeune âge. Moi, notamment, je me souviens d'une école, toute petite école de, je pense, 30 élèves avec des classes mixtes dans le Béarn profond, qui travaillaient sur eTwinnings, qui allaient partir, et là encore avec une mobilisation tout à fait exceptionnelle, et des enseignants et des élèves parce qu'elle permet ces échanges. Mais la question d'Erasmus et de la possibilité pour les enseignants de préparer leur mobilité, de se déplacer eux-mêmes, et je le sais, en proie encore à de trop nombreux obstacles au plan national, on va se dire les choses, et je sais qu'un enseignant qui part, 1 mois, 2 mois, il n'est pas forcément remplacé. Donc là encore, moi c'est un sujet que je porte notamment vers nos ministres nationaux, parce que je crois que tout commence par là, tout commence par cette éducation, et que les enseignants sont les premiers pourvoyeurs de cette éducation à l'Europe. Dans les obstacles beaucoup plus larges, il y a bien sûr la couverture médiatique faible de l'actualité européenne. Alors en 2020, j'ai co-signé une tribune collective dans l'opinion pour alerter sur le manque criant de relais médiatique national de l'éducation européenne, pourtant très dense et majeur. On le voit aujourd'hui avec tous les sujets liés à la guerre en Ukraine, liés aux grandes décisions qui se prennent pour la transition écologique. Donc elles émergent parfois un peu plus, mais souvent l'action est stigmatisée. Parfois, elle se concentre vraiment sur l'action de la Commission européenne, au détriment peut-être d'une action plus politique. Et je crois qu'il y a beaucoup à faire sur le sujet. On n'est pas toujours suivi, bien que l'information à l'Europe est, de mon point de vue, une véritable mission de service public. Et là aussi, j'avoue que dès que je peux croiser Madame Ernotte, je ne manque pas de lui rappeler, d'autant qu'elle est présidente des télévisions publiques européennes. Je dirais aussi que sur ce sujet, on a un texte très important qui est à l'étude au Parlement européen, qui est l'acte pour la liberté des médias, qui vise à donner là encore beaucoup plus de... Enfin, c'est un acte vraiment sur l'état de droit, sur la protection de la liberté d'expression, qui travaille sur les concentrations, qui travaille sur la non-mainmise des pouvoirs des démocraties libérales sur le média. Mais c'est un sujet aussi que de libérer, dans certains pays, la parole sur l'action de l'Europe. Alors, voilà, on sait, il y a beaucoup d'obstacles, on est là pour les lever, pour réfléchir. Et peut-être la question, c'est de se dire comment on peut aller plus loin sur ces sujets. Alors, il y a des actions, je vais revenir aussi au terrain, sur ce qu'on fait, sur les petites actions qui nourrissent ce sujet. Il y a beaucoup de possibilités de visite des citoyens dans les institutions européennes et les rencontres de terrain. Le Parlement européen est un lieu très ouvert, que ce soit à Bruxelles ou Strasbourg, où les députés européens peuvent accueillir des groupes. Moi, je le fais lors de chaque session. Et c'est à chaque fois très frappant parce que j'ai d'un côté, moi j'accueille beaucoup d'enseignants avec leur classe, on voit cet enthousiasme qui est porté, mais qui est vraiment porté par les enseignants, les équipes pédagogiques, et puis d'un côté, les enfants qui ont été un peu préparés à ces visites, mais là, qui découvrent un univers. Et je suis frappée par leur intérêt très fort à chaque fois qu'ils viennent dans nos institutions. Donc, ce qui appelle à les approfondir. Nous avons également, donc, ce que je voulais dire à ceux qui peuvent être intéressés, il y a des parrainages. Les parlementaires européens peuvent vous aider, donc n'hésitez pas à faire appel à eux.
Il y a un autre événement qui va se tenir là prochainement en juin qui s'appelle l'événement pour la jeunesse européenne, le European Youth Event, et qui a lieu tous les ans début de l'été à Strasbourg. Des dizaines de milliers de jeunes et d'associations qui sont accueillis à Strasbourg pour 2 jours d'échanges, d'activités, de rencontres, de festivités. Et c'est là aussi un moment d'échange pour l'engagement démocratique de nos plus jeunes. Et puis enfin, je finirai par je pense, le plus grand élément d'espoir politique, le geste politique le plus fort qui a été accompli au cours de ces quelques dernières années, qui est la conférence pour l'avenir de l'Europe. Alors j'y ai participé parce que je faisais partie des 11 députés nationaux qui représentaient le Parlement européen dans cette instance interinstitutionnelle. Donc je rappelle le principe, grand exercice de participation démocratique inédit, où pendant un an, plus de 800 citoyens européens, dont, très important, un tiers, il y avait une surpondération qui était voulue, un tiers de jeunes âgés entre 16 et 25 ans, ont participé activement à la création de recommandations pour l'avenir de l'Europe, et ce, dans tous les domaines d'action. Donc on avait des groupes de travail qui étaient peu ou prou calqués sur nos 20 commissions parlementaires européennes, et donc qui étaient faites en collaboration avec les décideurs européens, le Conseil, la Commission, le Parlement, mais aussi les parlements nationaux, le Comité des régions qui étaient associés sur cette période sur ce temps de réflexion qui, encore une fois, a duré un an. Donc, moi, je participais au groupe de travail qui est celui de ma commission parlementaire, donc Culture, Jeunesse et Sport, on en a parlé, où plusieurs priorités ont été élaborées, dont celle de l'éducation civique à l'Europe, sous forme de modules d'enseignement minimum commun. Je note que c'était une demande très transversale dans les différents groupes de travail qui se sont réunis, puisque au-delà du groupe éducation auquel je participais, le groupe de travail sur le climat a demandé plus d'enseignement minimum sur le climat, le groupe de travail sur la transition numérique a demandé un minimum de travail sur l'enseignement numérique, et les groupes de travail sur la démocratie a demandé également un travail minimum sur le processus démocratique, l'histoire, et également ont été adoptés l'abaissement de l'âge de vote à 16 ans. Donc, ce qui démontre la volonté directe des citoyens d'une véritable dimension européenne de l'éducation et d'une meilleure éducation à celle-ci. Donc aujourd'hui, ces conclusions, elles ont été largement adoptées, votées au Parlement européen, avalisées par Ursula von der Leyen, présidente donc, de la Commission européenne, et on a fait voter, moi j'ai rendu même un avis pour la Commission des affaires constitutionnelles du Parlement européen pour demander, et c'est quand même un truc assez révolutionnaire, une compétence partagée dans le domaine de l'éducation civique, ce qui aujourd'hui est complètement hors des traités européens. Donc à travers ça, ça demande à avancer, et c'est pourquoi au lendemain des conclusions et du vote de toutes les recommandations qui ont été faites par les citoyens et les institutions dans le cadre de la conférence pour l'avenir de l'Europe, le Parlement européen a voté l'ouverture d'une convention dite article 48 pour la réforme des traités européens. Alors on demande dans cette réforme beaucoup de choses, sur la réforme des traités pour avancer sur la question des budgets, de la fiscalité sans lequel on ne peut pas finalement disposer de marge de manœuvre pour être plus opérant, sur la question de la défense évidemment, mais aussi sur cette question du demande d'élargissement de la compétence, de partage de compétences pour inclure un module minimum d'éducation civique, puisque la conclusion, et ce sera ma phrase de conclusion, aujourd'hui, en étant membre de l'Union européenne, tous nos citoyens sont citoyens européens, mais ils ne disposent pas de ce qu'on attend et de ce qu'on doit donner aux Européens, c'est-à-dire les bases d'une éducation civique européenne. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée de travail et je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup.